8 millions de dollars ont disparu. La voix de ma sœur a traversé l'enceinte si violemment que j'ai dû ranger ma Buick sur le bas-côté de l'autoroute 77. Des voitures passaient en un flou d'argent et de soleil. Quelque part au loin, un klaxon de camion résonnait sur les collines de Caroline. Rebecca hurlait. « Tu l'as volé, ne le nie pas. » « Evelyne, papa dit que tu es la seule qui aurait pu faire ça. » Je suis resté là, agrippant le volant, fixant le long ruban d'autoroute qui disparaissait vers le nord, vers l'Ohio. Pendant un instant, je n'ai rien dit. Puis j'ai souri. Non pas parce que j'étais heureuse. Non pas parce que la vengeance a un goût sucré comme les gens l'imaginent. À 61 ans, on apprend que la vengeance est rarement douce. Généralement, elle a le goût d'un vieux café froid que l'on n'a pas eu le temps de boire, trop occupé à survivre. Pourtant, j'ai souri. Et j'ai dit la seule phrase qui comptait. Vérifie les documents de fiducie que papa t'a fait signer. Le silence à l'autre bout fut immédiat. Sec. À bout de souffle. Puis. Quoi? J'ai raccroché. Et alors que les pins de Caroline s'estompaient derrière mon pare-brise, j'ai repensé au mariage. Au moment que j'aurais dû voir venir depuis le début. J'avais roulé près de 18 heures de Chillicothe, Ohio, à Charleston, Caroline du Sud. À mon âge, ce genre de trajet vous reste dans les os pendant des jours. Mes épaules me faisaient mal. Mon genou droit lançait à chaque fois que j'appuyais sur le frein. Au moment où j'ai traversé le comté de Charleston, mes mains s'étaient raidies autour du volant comme de vieilles racines. Mais j'étais venu quand même. Parce que lorsque votre sœur cadette vous invite à son mariage après près de 6 ans de silence, une partie folle de votre cœur espère encore. Rebecca m'avait appelé elle-même. C'était déjà inhabituel. Sa voix était vive et exercée, comme celle des vendeuses qui ont mémorisé la convivialité. Evelyne, j'aimerais vraiment que tu sois là. Je me souviens m'être assise à ma table de cuisine, fixant le téléphone. Pendant un instant, elle ressemblait à la petite fille qui se glissait dans mon lit pendant les orages. Pas à la mondaine polie de Charleston qu'elle était devenue. Pas à la femme qui m'avait un jour présenté lors d'un dîner de bienfaisance comme ma sœur aînée pratique de l'Ohio. Pratique. Comme si j'étais une paire de chaussures orthopédiques. Pourtant, j'ai dit oui. Parce que l'espoir est une vieille habitude. Le mariage avait lieu à Magnolia Crest, l'un de ces vastes domaines événementiels de style plantation juste à l'extérieur de Charleston, où tout sentait légèrement les gardénias et les attentes coûteuses. Colonnes blanches. Pelouse parfaite. Roses importées arrangées par des gens qui facturent les fleurs plus chères que ce que je dépense en courses en un mois. J'ai garé ma Buick de 12 ans entre une Bentley et une Mercedes argentée qui coûtait probablement plus cher que ma ferme. Je me souviens avoir regardé mon reflet dans le rétroviseur. Des mèches grises à mes tempes. Une robe bleu marine que j'avais achetée en solde chez Macy's. Des boucles d'oreilles en perles que maman m'avait données pour mes 40 ans. Simple. Respectable. Oubliable. J'avais passé toute ma vie à être ces choses, et d'une certaine manière, ça n'avait jamais été suffisant pour ma famille. Je suis sorti dans l'air chaud de la côte et j'ai marché vers l'entrée, portant le cadeau que j'avais passé 3 semaines à choisir, une boîte à bijoux artisanale en noyer d'un artisan amish près de Columbus. Solide. Belle. Construite pour durer. Le genre de choses que je pensais qu'un mariage devrait ressembler. Des invités arrivaient déjà. Des femmes en soie pastel flottantes. Des hommes avec des mocassins cirés et des voix trop fortes pour être sincères. Un voiturier a jeté un coup d'œil à mes clés de Buick et a semblé déçu. J'ai souri quand même. À 61 ans, l'embarras perd un peu de son piquant. On est trop fatigué pour le supporter correctement. J'ai atteint les marches de l'entrée et je me suis arrêté. Parce que mes parents étaient là à attendre. Harold et Margaret Carter. 83 et 79 ans. Élégants comme toujours. Papa dans son costume d'été crème, maman drapée de mousseline bleu pâle comme la royauté de Charleston. Pendant un instant, j'ai cru qu'ils étaient venus me saluer. Cela aurait dû m'avertir. Ma famille ne m'avait jamais salué en premier. Le visage de maman s'est crispé quand elle m'a vu. Pas de colère. Du dégoût. Le genre familier. Le genre qu'elle portait depuis l'enfance chaque fois que je lui rappelais trop d'elle-même avant que la beauté et l'argent ne lui apprennent mieux. Evelyne, dit-elle sèchement.
J'ai souri prudemment. Bonjour, maman. Elle s'est approchée, baissant la voix. Tu dois partir. J'ai cligné des yeux. Je suis désolé. Papa n'a pas voulu me regarder. L'expression de maman s'est durcie. Rebecca a changé d'avis. Les mots sont tombés étrangement doucement. Comme si mon esprit refusait de les laisser me blesser d'un coup. Elle m'a invité. Elle a reconsidéré. J'ai regardé vers la salle de réception derrière eux. La musique flottait légèrement à travers les portes ouvertes. Des rires. Des verres qui s'entrechoquaient. La vie avançait sans moi. Maman. Sa voix se fit sifflante. N'ose pas t'approcher de ta sœur. Je la fixai. Puis papa parla enfin. Sa voix était monocorde. Tu as causé assez d'embarras. Celui-là fit mal. Parce que je savais exactement ce qu'il voulait dire. Pas un scandale. Pas de honte. Mon existence les embarrassait. La fille qui était restée en Ohio. Qui équilibrait les comptes pour Carter Agricultural Holdings pendant que Rebecca épousait l'argent et déménageait dans le sud. La fille qui ne brillait jamais. Qui ne charmait jamais. Qui ne devenait jamais quelqu'un digne d'être exhibé. Quelques invités proches avaient commencé à observer. Je pouvais sentir leur curiosité polie. Les riches appréciaient toujours l'humiliation discrète. Cela leur donnait quelque chose à discuter autour d'un cocktail. J'ai regardé mes parents. Les gens que j'avais passé 30 ans à protéger en silence. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai ressenti aucune envie de me défendre. Aucun besoin d'expliquer. Aucune fin d'être choisi. J'ai simplement hoché la tête. J'ai déposé délicatement la boîte en noyer sur la table d'appoint en marbre la plus proche et je me suis retourné. Pas de larmes. Pas de voix élevée. Pas de scène. Juste le silence. Je suis descendu de ces larges marches blanches et suis retourné à ma Buick tandis que la société de Charleston faisait semblant de ne pas regarder. À l'intérieur de la voiture, je suis resté assise un long moment, les mains posées sur le volant. Puis j'ai démarré le moteur et j'ai roulé vers le nord. 2 jours plus tard, quelque part à l'extérieur de Whitville, en Virginie, Rebecca a appelé en hurlant à propos de 8 millions de dollars disparus. Et quand je lui ai dit de vérifier les documents de fiducie que papa lui avait fait signer, j'ai su que la famille Carter avait enfin atteint le moment où la vérité exigeait son dû. Après avoir raccroché avec Rebecca, je me suis assise sur le bas-côté de l'autoroute 77 et j'ai écouté le moteur tourner au ralenti. La route vrombissait sous les pneus. Un semi-remorque est passé en trombe, faisant vibrer la Buick juste assez pour me rappeler que j'étais toujours là, toujours en mouvement, toujours une femme avec des endroits où aller. Pendant un moment, j'ai simplement regardé la lumière du soleil de Caroline s'estomper en or de fin d'après-midi. À 61 ans, la mémoire n'arrive pas d'un coup. Elle vient par couches. Un instant, on fixe l'asphalte de l'autoroute, et l'instant d'après, on a de nouveau 17 ans, debout dans le bureau de son père, tandis que sa petite sœur tourne sur elle-même dans l'embrasure de la porte, vêtue de sa robe de bal. Rebecca avait toujours aimé prendre mes affaires. Pas parce qu'elle en avait besoin. Parce qu'elle le pouvait. Elle avait 13 ans alors, toute boucle blonde couleur miel et douceur naturelle, le genre d'enfant que les adultes adoraient instantanément. J'avais économisé pendant 6 mois pour acheter cette robe vert pâle. Je travaillais le week-end à l'épicerie de Miller à ranger des pêches en conserve et à balayer les sols. Rebecca avait demandé à l'essayer. Puis elle avait renversé du jus de raisin sur le devant. Par accident, a-t-elle affirmé. Maman a jeté un coup d'œil et a soupiré, eh bien, Evelyne, ces choses arrivent. Ne boude pas, papa a à peine levé les yeux de son journal. Et Rebecca a souri de ce petit sourire secret qu'elle arborait chaque fois qu'elle gagnait. Ce fut ma première vraie leçon sur l'économie de notre famille. Rebecca était chérie. On s'attendait à moi. Elle était célébrée. J'étais utile. Et l'utilité, contrairement à l'amour, n'est jamais prononcée à voix haute. Elle est simplement présumée. Au moment où nous sommes devenus adultes, le modèle s'était durci en loi. Notre père avait bâti Carter Agricultural Holdings à partir de presque rien. À 27 ans, il avait emprunté 20 000 $ en hypothèque sur la ferme de mes grands-parents et acheté 3 propriétés de soja en difficulté près de Chillicothe. À 50 ans, il avait transformé ses acres en l'une des entreprises agricoles privées les plus prospères du sud de l'Ohio.
Pas de l'argent glamour. De l'argent discret. De l'argent lié à la terre. Le genre qui fructifie pendant que les gens le sous-estiment. Papa respectait la discipline avant tout. C'est du moins ce qu'il affirmait. Mais même enfant, j'ai remarqué que ces normes s'adaptaient étrangement autour de Rebecca. Quand elle a abandonné l'université après un semestre pour se trouver à Charleston, il a payé le déménagement. Quand elle a maxé 3 cartes de crédit pour meubler son premier appartement, il a discrètement effacé la dette. Quand sa boutique a fait faillite 18 mois plus tard, il a qualifié cela de mauvais timing et a couvert les pertes. Pendant ce temps, je suis resté en Ohio. J'ai travaillé pendant mes nuits d'université à équilibrer les comptes dans un bureau d'assurance local. J'ai obtenu ma licence de CPA à 26 ans. Je suis rentré à la maison pour aider à restructurer les finances de Carter Agricultural après que papa ait fait une expansion désastreuse dans les contrats à terme sur l'éthanol. J'ai sauvé l'entreprise cette année-là. Pas de façon spectaculaire. Pas avec des discours. Juste des feuilles de calcul, des négociations et des journées de travail de 18 heures. Une fois la poussière retombée, papa a hoché la tête une fois et a dit « Bonne fille ». C'était le compliment le plus proche que j'ai jamais reçu. Rebecca avait des célébrations au champagne pour avoir survécu à des ruptures. J'ai eu un hochement de tête pour avoir préservé des millions. C'est drôle comme les familles vous apprennent votre valeur. La vérité est que je ne suis pas resté parce que j'étais noble. Je suis resté parce que quelqu'un devait le faire. Maman n'avait pas le sens des affaires. Papa devenait plus têtu en vieillissant. Et Rebecca traitait l'argent comme certaines personnes traitent le temps, quelque chose qui apparaît simplement quand on en a besoin. Alors, je suis resté. Année après année. Protégeant silencieusement ce que tous supposaient un jour appartenir à Rebecca. Je n'ai jamais eu de ressentiment envers l'entreprise elle-même. Il y a de la dignité dans l'intendance. Ce qui m'a épuisé, c'est l'invisibilité. La façon dont les gens remercient le soleil et oublient les racines. Il y a 5 ans, tout a changé. Papa m'a appelé dans son bureau un soir de novembre. Il avait 78 ans alors. Toujours large d'épaules, toujours autoritaire, mais plus lent. Il y avait des moments où sa mémoire s'accrochait de façon inattendue. Un dossier égaré. Une réunion oubliée. De petites choses. Facile à ignorer si on le voulait. Je ne l'ai pas fait. Il a fermé la porte du bureau et s'est assis derrière son bureau, l'air soudain plus vieux que je ne l'avais jamais vu. « Evelyne, dit-il doucement, j'ai besoin de ton aide. » Quelque chose dans sa voix me troubla. Il fit glisser un dossier sur le bureau. À l'intérieur se trouvaient des évaluations neurologiques de la Cleveland Clinic. Déficience cognitive vasculaire précoce. Gérable pour l'instant. Progressive. Je levai les yeux brusquement. Il ne put me regarder dans les yeux. Quand l'avez-vous découvert? Il y a 3 mois. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Il esquissa un sourire fatigué. Parce que vous le dire le rend réel. Pendant un long moment, aucun de nous ne parla. Puis il dit quelque chose que je ne m'attendais jamais à entendre. Vous êtes la seule à qui je fasse confiance avec cette entreprise. Je le fixai. Non pas que je ne l'ai pas su. Certaines vérités vivent entre les gens bien avant d'être prononcées. Mais l'entendre à voix haute, c'était comme marcher sur un terrain inconnu. Il se pencha en avant. Rebecca le détruirait en 5 ans, peut-être moins. Les mots étaient francs. Douloureusement honnêtes. Et pour la première fois de ma vie, mon père semblait avoir peur. Elle est bien intentionnée, ajouta-t-il doucement. Elle est confortable, corrigeai-je. Il sourit presque. Puis son visage redevint sérieux. J'ai besoin que tu protèges ce que j'ai bâti. Cette nuit-là, nous avons passé 4 heures avec James Whittaker, l'avocat de la famille. Ensemble, nous avons créé une structure de fiducie que ni maman ni Rebecca ne comprenaient pleinement. Rebecca semblerait hériter des actifs liquides de contrôle. Assez de visibilité pour satisfaire les attentes. Mais cachés à l'intérieur se trouvaient des déclencheurs légaux. Si elle tentait une liquidation non autorisée de terres protégées ou violait les restrictions de succession, l'autorité pleine et entière me reviendrait automatiquement en tant que fiduciaire. Rebecca a signé les documents 2 semaines plus tard. Elle les a à peine survolés. Marcus Hale était assis à côté d'elle, souriant de son sourire poli de Charleston. Même alors, je me méfiais de lui. Trop lisse. Trop
trop avide. Un homme qui admirait les choses chères avec une fin professionnelle. Rebecca pensait qu'il l'adorait. Je soupçonnais qu'il adorait l'accès. Pourtant, je n'ai rien dit. Parfois, les gens ont besoin d'espace pour se révéler. Et maintenant, garé au bord d'une autoroute de Virginie, les accusations de Rebecca résonnant encore à mes oreilles, je savais exactement ce qui s'était passé. Marcus l'avait convaincu de liquider Heather Carter. Probablement pour financer un investissement éblouissant ou renflouer une dette cachée. Elle avait signé une autorisation de transfert qu'elle n'avait pas légalement le droit d'exécuter. La fiducie s'était déclenchée automatiquement. 8 millions transférés sous un contrôle corporatif protégé. Non volé. Protégé. Exactement comme prévu. Mon téléphone a sonné à nouveau. Le numéro de papa. J'ai répondu. Sa voix tremblait. Que as-tu fait? Pas de bonjour. Pas d'Evelyne. Juste une accusation enveloppée de peur. J'ai fermé les yeux. Pendant 61 ans, j'avais porté les fardeaux de cette famille sans me plaindre. Et pourtant, quand la vérité arrivait, il supposait que la trahison avait mon visage. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé vers le nord. Vers l'Ohio. Vers la maison. Et j'ai répondu calmement. Je n'ai rien fait, papa. J'ai fait une pause. Puis j'ai dit les mots qui allaient tout changer. Le système a fait exactement ce que tu lui as demandé. Pendant plusieurs secondes, tout ce que j'ai entendu sur la ligne était la respiration de mon père. Des halètements courts et irréguliers comme un homme essayant de devancer la panique par le déni. Puis vint le son de ma mère en arrière-plan. Des voyelles de Charleston nettes et brèves. Qu'est-ce qu'elle dit? Mets-moi en haut-parleur. Papa ne lui a pas répondu. Au lieu de cela, il a parlé directement au téléphone, sa voix basse et tendue. Evelyne, dis-moi que c'est une sorte de malentendu. Je me suis penché en arrière contre le siège et j'ai regardé à travers le pare-brise le trafic en direction de l'ouest qui se précipitait vers le soir. Des ombres de nuages s'étiraient sur les contreforts des Blue Ridge. Le monde continuait de bouger. Il le fait toujours, peu importe à quel point une famille se déchire. Ce n'est pas un malentendu, ai-je dit. C'est l'application de la loi. Silence. Puis la voix de ma mère, maintenant clairement en haut-parleur. Petite moralisatrice, s'écria-t-elle. Même à 79 ans, maman pouvait faire sonner un petit son comme une insulte. Tu as toujours été jalouse de ta sœur. Ça m'a presque fait rire. La jalousie exige de vouloir ce que quelqu'un d'autre a. J'avais arrêté de vouloir la vie de Rebecca il y a des années. Mais Rebecca au téléphone, ai-je dit. Un bruissement de mouvement. Puis la voix de ma sœur, déchirée et furieuse. Tu as tout planifié. Non, ai-je dit calmement. Je m'y suis préparé. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que la fiducie est revenue parce que tu as violé les restrictions de transfert. Elle a eu un rire amer. C'est ridicule. Papa m'a donné le contrôle. Non, papa t'a donné l'apparence. Les mots ont frappé fort. Je l'ai senti dans le silence soudain qui a suivi. Toute sa vie, Rebecca avait confondu l'apparence avec la réalité. La beauté avec la valeur. Le charme avec la substance. L'attention avec l'amour. C'était simplement la première fois que la distinction lui coûtait quelque chose de mesurable. Tu mens, a-t-elle chuchoté. Non. Je pouvais l'imaginer maintenant, debout dans un salon orné de Charleston, son mascara bavé, une main manucurée appuyée sur son front, tandis que la panique rendait ses traits autrefois jolis étrangement enfantins. Elle avait toujours semblé plus jeune que son âge. Non pas parce que la vie avait été clémente. Parce qu'elle n'avait jamais vraiment eu à grandir. Pourquoi papa ferait-il ça? Demanda-t-elle. J'ai alors entendu la fêlure dans sa voix. Pas de colère. De la peur. Et sous cela, une confusion si profonde qu'elle ressemblait presque à du chagrin. J'ai fermé les yeux un instant. Car malgré tout, elle était toujours ma petite sœur. La même enfant qui se blait contre mon épaule pendant les orages et chuchotait, ne laisse pas la foudre m'attraper. Personne ne n'est gâté. Cela s'apprend. Fédéral. Protégé. Raffiné en identité. Et si Rebecca était devenue exactement ce que nos parents récompensaient, alors une partie de ce qui s'est passé ensuite nous appartenait à tous.
Parce qu'il savait, dis-je doucement. Savait quoi? Que quelqu'un pourrait essayer de t'utiliser pour atteindre l'entreprise. La ligne est devenue silencieuse. Puis je l'ai entendu. Une voix d'homme en arrière-plan. Basse. Douce. Marcus. Même à travers le haut-parleur, je reconnaissais cette confiance polie. Rebecca, raccroche. Intéressant. Pas de déni. Une instruction. Je me suis redressé. Le voilà. La confirmation. Il était là. Essayant toujours de contrôler la pièce. Mais Marcus au téléphone, ai-je dit. Rebecca hésita. Puis Marcus est apparu, tout en courtoisie calme du Sud. Evelyn, je pense qu'il y a eu une confusion ici. Vous prévoyez Palm Beach ou Miami? Une pause. Petite. Mais suffisante. Excusez-moi. Vous avez dit à Rebecca que la vente des terres Carter financerait votre projet de développement. Son silence s'est accentué. Vous courtisez des prêteurs privés depuis 6 mois. Vous êtes endetté au-delà de toute récupération et votre projet d'hôtel-boutique est une hémorragie financière. Une autre pause. Celle-ci plus longue. Puis son ton s'est refroidi. Vous avez fouiné. Non, ai-je dit. J'ai fait ce que j'ai toujours fait. Protéger la famille. Même d'elle-même. Il a eu un petit rire. Cette entreprise n'est pas la vôtre. Non, j'ai acquiescé. Elle appartient aux gens qui l'ont construite, ce qui exclut les hommes qui se marient pour l'opportunité. Son souffle s'est coupé presque imperceptiblement. Une corde sensible touchait net. Bien. Quand il a parlé à nouveau, le charme était parti. Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. À 61 ans, les menaces d'hommes plus jeunes impressionnent rarement. La plupart du temps, elles sonnent épuisantes. Je sais exactement à qui j'ai affaire, ai-je dit. Et si j'étais vous, je m'inquiéterais moins de moi que de ce que vos créanciers feront une fois qu'ils réaliseront que les 8 millions de dollars n'arrivent pas. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Je suis resté là encore 10 minutes, laissant le calme s'installer. Puis j'ai repris l'autoroute et je suis parti vers le nord. Pendant la première heure, mon téléphone est resté silencieux, ce qui était un soulagement. Puis papa a rappelé. Cette fois, sa voix semblait plus vieille. Pas en colère. Épuisé. Whittaker dit que nous devons nous rencontrer lundi. James Whittaker était le conseiller juridique de la famille Carter depuis 32 ans. S'il était impliqué, les choses avaient bougé rapidement. Où? Son bureau, 9 heures. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. J'y serai. Il a hésité. Puis doucement, Evelyn, ai-je fait une erreur? La question m'a surprise. Pas à cause de ce qu'il a demandé, mais à cause de la petite voix qu'il avait en la posant. Pendant la majeure partie de ma vie, Harold Carter avait parlé comme un homme lisant la loi sur des tables de pierre. La certitude était sa langue maternelle. Entendre du doute dans sa voix, c'était comme regarder une montagne s'excuser d'être là. J'ai choisi mes mots avec soin. Vous en avez fait plusieurs. Il a expiré brusquement. Mais ce n'était pas l'une d'elles. Il n'a rien dit après ça. Il a juste respiré. Puis il a calmement mis fin à l'appel. La nuit était tombée quand j'ai traversé l'Ohio. Les routes familières semblaient plus stables sous mes pneus. Des champs de maïs s'étiraient sombres et sans fin sous un ciel parsemé d'étoiles froides. Chez moi. J'avais presque atteint Chillicothe quand Rebecca a rappelé. J'ai failli la laisser sonner, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Sa voix était différente maintenant. Fine, tremblante. Il est parti. J'ai froncé les sourcils. Quoi? Marcus. Elle a pris une inspiration tremblante. La gouvernante est venue ce soir. Les placards sont vides. Ses sacs sont partis. Mon estomac s'est noué, bien que je ne puisse pas dire que j'étais surprise. Quoi d'autre? Un sanglot lui a échappé. Le son était brut, petit et terriblement jeune. Mes bijoux sont partis. Les cadeaux en espèces du mariage. La Rolex de papa du dîner de répétition. Elle s'est arrêtée pour respirer. Puis a chuchoté, il y a un mot. J'ai serré le volant plus fort. Que dit-il? Pendant plusieurs secondes, elle n'a pas pu répondre.
Quand elle a finalement parlé, sa voix était à peine audible. Il dit, « Tu aurais dû lire les papiers, toi aussi. » Et à ce moment-là, pour la toute première fois de sa vie, ma sœur a compris exactement ce que signifie être choisie pour toutes les mauvaises raisons. Le lundi matin est arrivé, gris et froid, le genre de matin d'automne en Ohio qui donne l'impression que le monde est réduit à l'essentiel. À 8h30, j'étais assise dans la zone d'accueil devant le bureau de James Whittaker, tenant une tasse de café tiède en papier, et regardant la bruine frapper les fenêtres du palais de justice de l'autre côté de Main Street. Je n'avais pas beaucoup dormi. Non pas parce que j'étais inquiète. Cette partie était passée. Non, ce qui m'avait tenu éveillé était quelque chose de plus étrange, une lourdeur que je ne pouvais pas nommer. Pendant des années, j'avais imaginé ce jour. Le moment où la vérité atteindrait enfin ma famille. Le moment où Rebecca et nos parents seraient forcés de voir ce qui était là depuis le début. J'avais imaginé la satisfaction. La justification. Peut-être même une touche de triomphe. Au lieu de cela, assise là dans ce bureau silencieux sous le bourdonnement des néons, tout ce que je ressentais était de la tristesse. Il n'y a aucune joie à voir les illusions mourir, même quand elles le méritent. À exactement 8h58, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Ma famille est sortie. Et pour la première fois de ma vie, il semblait ordinaire. Pas poli. Pas posé. Pas intouchable. Juste des gens fatigués portant les restes d'une ancienne certitude. Papa avait l'air 10 ans plus vieux qu'au mariage. Sa confiance couleur crème avait été remplacée par un costume anthracite qui lui pendait trop lâchement. Le rouge à lèvres de maman était inégal, et elle serrait son sac à main comme si cela pouvait expliquer les choses si elle le tenait assez fort. Et Rebecca, pendant un instant. Je l'ai à peine reconnue. Elle ne portait pas de maquillage. Ses cheveux blonds, habituellement coiffés à la perfection, étaient tirés en arrière sans soin. Son visage semblait plus mince, comme dépouillé de toutes les petites performances que la beauté lui avait toujours offertes. Elle paraissait 42 ans pour la première fois de sa vie. Et curieusement, elle semblait plus réelle que jamais. Personne ne parla. La secrétaire de James nous conduisit dans la salle de conférence. La même pièce où, 32 ans plus tôt, papa avait signé les papiers pour acheter sa première propriété de soja. La même table en noyer. Les mêmes chaises en cuir. L'histoire a une façon de boucler la boucle pour revenir là où elle a commencé. James Whittaker entra précisément à 9h. À 71 ans, il se tenait toujours comme un homme qui faisait plus confiance aux horloges qu'aux gens. Il nous salua de la tête et s'assit au bout de la table. Puis il joignit les mains. « Eh bien, dit-il, j'imagine que ce fut un week-end instructif. » Personne ne répondit. Bien. James n'aimait pas les mises en scène inutiles. Il ouvrit un épais dossier. « Madame Hale. »« Carter, » dit Rebecca doucement. James fit une pause. Haussa un sourcil. « Intéressant. » Il acquiesça une fois et continua. « Rebecca Carter, le 14 mars de l'année dernière, vous avez signé des documents de succession conditionnels concernant Carter Agricultural Holdings. J'ai signé ce que papa m'a dit de signer. » Oui, dit James. C'est votre habitude depuis longtemps. La pièce se crispa. Même maman eut l'air surprise. James se permettait rarement d'être aussi acerbe. Le fait qu'il le fasse maintenant me disait exactement à quel point il avait observé silencieusement au fil des ans. Il ajusta ses lunettes. Les termes de la fiducie étaient explicites. Toute tentative de liquidation d'actifs agricoles protégés sans l'approbation du fiduciaire déclencherait la réversion immédiate des actifs. Rebecca regarda papa. Tu savais. Son visage se froissa. Il ouvrit la bouche. La referma. Puis il chuchota finalement. Oui. Elle le fixa comme si elle voyait un étranger. Tu m'as laissé croire que c'était tout à moi. Ses mains tremblaient sur la table. J'espérais que tu t'y ferais. Son rire était petit et brisé. Tu espérais? Personne ne répondit. James fit glisser plusieurs documents sur la table. Les 8 millions de dollars ont été automatiquement transférés dans une réserve d'entreprise sécurisée au moment où les instructions de vente non autorisées ont été saisies vendredi après-midi. Le visage de Rebecca est devenu blanc. Marcus les a soumis. James a hoché la tête. En utilisant vos identifiants d'autorisation numérique. Elle a fixé les papiers. Puis s'est lentement reculée.
Quelque chose en elle a changé à ce moment-là. Pas de façon spectaculaire. En silence. Comme la glace admettant enfin qu'elle est de l'eau. Elle m'a regardé. Et pour la première fois de toute notre vie, il n'y avait plus de compétition dans ses yeux. Seulement de l'étonnement. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-elle. Je savais ce qu'elle voulait dire. Depuis combien de temps je savais? Depuis combien de temps je les protégeais? Depuis combien de temps cette architecture invisible existait sous la vie qu'elle pensait comprendre? 25 ans, ai-je dit. Les mots se sont posés lourdement dans la pièce. Maman a froncé les sourcils. De quoi parles-tu? Je l'ai regardée. Vraiment regardée. La belle femme qui avait passé des décennies à polir Rebecca comme preuve de sa propre valeur tout en me traitant comme un meuble pratique. Et j'ai ressenti quelque chose qui s'approchait de la pitié. Papa a failli perdre l'entreprise en 1999, ai-je dit. Son expression vacilla. Elle n'avait pas su. Bien sûr que non. J'ai continué. J'ai restructuré la dette. Papa baissa les yeux. Le condo de Charleston. Rebecca pensait que Marcus l'avait acheté directement, j'ai négocié le financement relais. Rebecca le fixa. Les pertes de la boutique, l'audit de l'IRS, le refinancement de votre propriété de vacances après le krach boursier. Je me suis tourné vers maman. J'ai tout géré. Sa bouche s'entrouvrit légèrement. James ne dit rien. Il n'avait pas besoin de le faire. La vérité faisait son travail maintenant. Rebecca me regarda à nouveau, les larmes aux yeux. Pourquoi personne ne me l'a dit? C'était ça. La vraie question. Pas sur l'argent. Sur l'identité. Sur la façon dont une femme se réveille à 42 ans et découvre que la vie qu'elle pensait avoir construite a été discrètement portée par les mains de quelqu'un d'autre. J'ai répondu aussi doucement que je pouvais. Parce que personne ne voulait gâcher votre reflet parfait. Les larmes ont coulé alors. Pas des larmes gracieuses. Pas des jolies larmes. Un vrai chagrin. Rebecca s'est penchée en avant et a pleuré dans ses mains. Et personne n'a bougé pour la réconforter. Non pas parce que nous étions cruels. Parce que certains chagrins doivent être endurés sans secours s'ils veulent un jour devenir sagesse. Après plusieurs minutes, elle leva les yeux. Son visage était marbré et honnête. Elle se tourna vers moi et chuchota la dernière chose que je m'attendais à entendre. Je suis désolé. 2 mots. Simples. Sans fioriture. Et plus précieux que tous les 8 millions de dollars. Pendant un long moment, je ne pus répondre. Parce que j'ai soudainement compris quelque chose de profond. Ce n'était pas l'effondrement de l'enfant d'or. C'était la naissance de ma sœur. Quand la réunion s'est terminée, aucun de nous n'a bougé tout de suite. La salle de conférence était plongée dans un silence si complet que j'entendais le vieux radiateur tic-tac derrière le mur. Dehors, par les hautes fenêtres du palais de justice, la pluie tombait régulièrement sur Main Street, adoucissant la ville en taches grises et ambrées floues. Les gens se hâtaient sous les parapluies. Les voitures passaient dans les flaques d'eau avec ce sifflement familier de l'Ohio. La vie ordinaire. Celle qui continue d'avancer, quels que soient les mondes privés qui s'écroulent derrière les portes closes. James Whittaker rassembla soigneusement ses papiers et se leva. Je crois, dit-il doucement, que tout ce qui nécessitait une explication a maintenant été expliqué. Puis il regarda directement Rebecca. Ce qui se passe ensuite n'est plus légal. Il hocha la tête une fois et quitta la pièce. Pas de discours. Pas de drame. Juste un avocat qui avait passé 32 ans à observer une famille confondre la performance avec la vérité et qui savait que son travail était terminé. Pendant plusieurs instants, personne ne parla. Puis papa se leva lentement de sa chaise. À 83 ans, ses mouvements avaient acquis la prudence délibérée de l'âge, mais aujourd'hui, il y avait aussi autre chose, l'incertitude. Il regarda Rebecca, puis moi. Et pour la première fois de ma vie, il semblait être un homme qui ne savait pas laquelle de ses filles avait le plus besoin de lui. C'était une chose terrible à voir et une chose honnête. « Evelyn, dit-il doucement. » J'ai levé les yeux. Ses yeux étaient humides. Pas de la colère frustrée que j'avais connue toute ma vie. De regret. J'avais tort. J'avais imaginé entendre ces mots de sa part plus de fois que je ne pouvais compter. Habituellement, dans mes fantasmes, ils apportaient une libération. Une validation.
quelque chose de propre et de satisfaisant. Au lieu de cela, ils tombèrent tranquillement comme des feuilles d'automne se posant sur l'herbe. Car à 61 ans, on comprend que les excuses ne restituent pas les années. Elle n'éclaire que ce qui ne peut être rendu. Je lui fis un petit hochement de tête. Pas de pardon, pas de rejet. Simplement une reconnaissance. Il sembla comprendre. Puis il se tourna et quitta la pièce, maman le suivant de près, sa certitude habituelle envolée. Elle regarda en arrière une fois avant que la porte ne se referme. Son visage était illisible. Bien. Certaines vérités ont besoin de temps pour s'installer avant de pouvoir être nommées. Il ne restait plus que Rebecca et moi à la table en noyer. Pendant un long moment, aucune de nous ne parla. Elle fixa ses mains jointes. La manucure coûteuse était écaillée maintenant. Un ongle était cassé net. Un si petit détail. Et pourtant, d'une certaine manière, cela me touchait plus que toutes les larmes. Pour une fois, elle ressemblait à quelqu'un qui avait essayé et échoué et qui n'avait pas su le cacher. Finalement, elle leva les yeux. Je ne savais vraiment pas. C'était la partie la plus difficile. La tromperie implique une conscience. Rebecca ne s'était pas trompée elle-même. Elle avait simplement été élevée dans une histoire si flatteuse qu'elle n'avait jamais pensé à la remettre en question. Non, dis-je doucement. Tu ne savais pas. Elle laissa échapper un long soupir et hocha la tête. Puis elle posa une question qui me surprit. M'as-tu déjà détesté ? La question resta suspendue entre nous. Dehors, la pluie chuchotait contre les fenêtres. Quelque part dans le couloir, un téléphone sonna et fut rapidement décroché. La vie continuait. Toujours continuait. J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. Car après tout, elle méritait la vérité. Non, dis-je enfin. Son visage se froissa légèrement. Je continuai. J'ai détesté ce que l'on nous a appris à devenir. Des larmes remplirent ses yeux à nouveau, mais elle ne détourna pas le regard. Quand nous étions petites, dit-elle doucement, je pensais que tu savais tout. J'ai souri malgré moi. C'est parce que j'avais 9 ans de plus. Non. Elle secoua la tête. Tu semblais toujours stable, comme si rien ne pouvait te faire tomber. J'ai failli rire. Si seulement elle savait combien de fois j'avais pleuré dans ma cuisine après avoir géré des crises d'entreprise toute la journée. Pleurant sur des casseroles brûlées simplement parce qu'elle me donnait quelque chose d'inoffensif à pleurer. La force a un aspect différent de l'extérieur. La plupart du temps, elle semble juste tranquille. Elle essuya ses yeux. Je suis désolé de les avoir laissés faire de moi cette personne. Il n'y avait pas de performance là-dedans. Pas d'attente d'absolution. Juste un chagrin exprimé honnêtement. Et à cause de cela, j'ai tendu la main sur la table et j'ai couvert la sienne. Pour la première fois depuis qu'elle était une petite fille effrayée pendant les orages, elle a serré ma main en retour. C'était suffisant. Pas de réconciliation dramatique. Pas d'étreinte en larmes. Juste un contact. Réel et humain et sans phare. Parfois, la guérison commence avec moins de mots. Je suis parti 10 minutes plus tard et j'ai pris la route de Chillicothe. La pluie avait cessé alors. Les nuages s'ouvraient sur le sud de l'Ohio en longs rubans de lumière argentée, et au moment où j'ai atteint Circleville. Le ciel occidental était orange brûlant derrière les champs. J'ai baissé la fenêtre malgré le froid. L'air de la récolte s'est engouffré, terre, maïs, chaume, fumée de bois de quelque part au loin. Chez moi. Plus je roulais vers le nord, plus je me sentais légère. Pas victorieuse. Pas justifiée. Simplement libérée. Il y a une différence. La victoire dépend de la perte de quelqu'un. La libération ne demande rien du tout. La nuit était tombée quand je me suis garé dans mon allée. La ferme était silencieuse sous la lumière du porche, chaleureuse et accueillante. J'ai porté mon sac de voyage à l'intérieur, nourri le chat, et je suis resté un long moment à la fenêtre de la cuisine, regardant les champs sombres au-delà de la grange. Puis le téléphone a sonné. Rebecca. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Sa voix était plus calme maintenant. Presque timide. Salut. Salut. Une pause. Puis, pourrais-je te rendre visite un jour ? J'ai attendu. Pas d'avocat, dit-elle rapidement. Pas de discussion d'affaires, pas de problème de famille.
Une autre pause. Puis doucement, juste un café. J'ai regardé l'obscurité s'installer sur les rangées de blé d'hiver. J'ai pensé à deux petites filles se cachant des orages. J'ai pensé à tout ce qui avait été gâché. Et à tout ce qui restait. J'aimerais ça, ai-je dit. Son souffle s'est coupé. Puis elle a chuchoté, merci. Après que nous ayons raccroché, je suis resté là, souriant faiblement dans la maison silencieuse. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, demain me semblait valoir la peine de sortir une tasse supplémentaire. Rebecca est arrivée 6 mois plus tard par un calme matin d'avril. Le soleil commençait à peine à se lever au-dessus de la crête orientale, et une lumière dorée pâle se répandait sur le pâturage arrière en longues bandes douces. La rosée s'accrochait à l'herbe. Quelque part au-delà de la grange, le coq de mon voisin s'annonçait à un monde qui ne l'avait pas demandé. J'étais déjà réveillé. À 61 ans, le sommeil est plus une suggestion qu'une garantie. J'étais assise sur le porche avec ma première tasse de café, regardant la brume s'élever des champs et me demandant si elle allait vraiment venir. Rebecca avait appelé 2 fois au cours de ces 6 mois. Des conversations courtes. Prudentes. Pas de fausse gaieté. Pas d'aisance sociale polie. Parfois, elle me demandait simplement comment allait mon jardin. Parfois, elle me racontait son nouveau travail d'assistante d'enseignant de 2e année dans une école primaire publique près de Charleston. Le travail ne rapportait presque rien comparé à la vie qu'elle avait connue. Mais sa voix sonnait plus stable chaque fois qu'elle en parlait. Comme si la simplicité lui avait enfin donné ce que le luxe n'avait jamais pu. La plénitude. Quand sa voiture de location s'est engagée sur l'allée de gravier, j'ai posé ma tasse et je me suis levé. Pendant un instant, elle est restée assise derrière le volant. Regardant la maison. La balançoire de Porsche que papa avait construite quand j'avais 22 ans. Les plates-bandes que maman s'était un jour moquée de trouver trop pratiques pour impressionner qui que ce soit. Puis elle a ouvert la porte et est sortie. Je l'ai à peine reconnue. Elle portait un jean délavé, des bottes de travail et un simple sweatshirt gris avec le logo du district scolaire brodé sur la poitrine. Pas de diamants. Pas de sac à main de créateur. Pas d'armure soignée de Charleston. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval lâche. Et elle avait les légères ombres sous les yeux de quelqu'un qui avait enfin commencé à vivre assez honnêtement pour se fatiguer. Elle semblait plus âgée. Et infiniment mieux. Pendant une seconde, aucune de nous ne parla. Puis elle sourit. Un petit sourire incertain. Le genre d'enfant qui essaie à nouveau d'espérer après une déception. Bonjour. J'ai souri en retour. Bonjour. Elle a monté les marches du Porsche. Pendant un moment impossible, j'ai cru qu'elle allait me prendre dans ses bras. Au lieu de cela, elle s'est arrêtée maladroitement, se déplaçant. J'ai apporté des grains de café de ce petit magasin que tu aimais près du campus, Ohio State. J'ai cligné des yeux. Le souvenir m'a surprise. Je l'y avais emmenée une fois quand elle avait 16 ans et qu'elle visitait Columbus avec des amis. Je ne me souvenais presque de rien du voyage, sauf à quel point elle avait semblé s'ennuyer. Apparemment, je m'étais trompé. Elle a tendu le petit sac brun. Je l'ai pris. Merci. Elle haussa légèrement les épaules, ressemblant soudain à nouveau à une jeune fille de 15 ans. Je me suis souvenu. Et voilà. La première preuve silencieuse que toutes ces années sous les paillettes, les privilèges et le bruit de la famille, une partie de ma sœur avait finalement prêté attention. Viens t'asseoir, ai-je dit. Nous nous sommes installés dans les chaises du Porsche avec du café frais entre nous. Pendant un moment, nous n'avons rien dit. Juste observé le matin se déployer à travers les champs. Une brise traversait les sycomores. Quelque part au bout de la route, un chien a aboyé 2 fois et s'est rendormi. Rebecca a enveloppé ses 2 mains autour de sa tasse. C'est agréable. Ça l'est généralement. Elle a souri faiblement. Puis, après un instant, elle a dit, j'ai vendu le condo. J'ai jeté un coup d'œil à elle. Comment te sens-tu à ce sujet? Elle réfléchit un instant. Plus légère. J'ai hoché la tête. C'est généralement ainsi que le lâcher-prise fonctionne. Elle a regardé à travers le pâturage. Maman et papa vont toujours en thérapie. Cela m'a surprise. Maman avait toujours considéré l'introspection comme quelque chose dont les autres avaient besoin. Comment ça se passe? Rebecca a souri tristement. C'est le désordre.
Ça semblait juste. Elle prit une autre gorgée. Papa m'écrit des lettres maintenant. J'ai haussé un sourcil. Des lettres. Elle a ri doucement. Apparemment, la thérapie lui a appris que l'email manquait de sincérité. Cela m'a arraché un rire honnête. Le son semblait étrange et merveilleux dans l'air du matin. Rebecca a souri en l'entendant. Puis elle est devenue pensive. Il t'écrit aussi, tu sais. Je sais. J'en avais reçu 4 jusqu'à présent. Des lettres prudentes, maladroites, pleines d'observations météorologiques et d'excuses discrètes glissées entre des mises à jour pratiques sur l'entreprise. J'ai répondu à chacune d'elles. Brièvement. La guérison, j'apprenais, arrive souvent déguisée en correspondance ordinaire. Au bout d'un moment, Rebecca se leva et regarda vers le jardin latéral. Les plates-bandes de paillis avaient grandement besoin d'être rafraîchies après l'hiver. Sans un mot, elle descendit les marches du porche vers l'abri à outils. Je la regardai partir. Quelques minutes plus tard, elle revint, portant des gants et un râteau. Elle me regarda avec une incertitude tranquille. Ça te dérange si j'aide? Pas de performance. Pas de demande d'approbation. Juste une simple offre. J'ai hoché la tête une fois. Et ensemble, nous avons passé les 3 heures suivantes à travailler le jardin. Pas de grande conversation. Pas de confession dramatique. Juste le bruit des dents du râteau sur la terre sombre, l'odeur du paillis frais, et la compagnie constante du travail partagé. À un moment donné, j'ai jeté un coup d'œil et je l'ai vu s'arrêter pour repousser ses cheveux ébouriffés de son visage avec le dos d'un poignet maculé de terre. Et soudain, elle ressemblait exactement à la petite sœur qui me suivait dans les champs d'été, déterminée à suivre le rythme, quelle que soit la vitesse à laquelle je marchais. Quelque chose en moi s'est complètement adouci alors. Non pas parce que le passé avait disparu. Il n'avait pas disparu. Non pas parce que tout était réparé. Ça ne l'était pas. Mais parce que la compréhension était enfin arrivée là où l'approbation avait vécu autrefois. Et la compréhension, j'ai appris, est l'héritage le plus vrai. À midi, nous avions terminé. Je suis allé à l'intérieur et j'ai versé 2 tasses de café frais. Quand je suis revenu sur le porche, Rebecca était assise tranquillement au soleil, regardant les champs, comme si elle avait découvert un pays qu'elle avait en quelque sorte ignoré toute sa vie. Je lui ai tendu la 2e tasse. Elle m'a souri. Et cette fois, aucun mot n'était nécessaire. Demain matin, ai-je pensé, je sortirai 2 tasses à nouveau. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un que vous vouliez appeler, c'est peut-être le jour. Et si vous croyez comme moi que certaines des guérisons les plus profondes de la vie commencent non pas par de grands discours, mais par de calmes retours, alors restez un moment, partagez vos pensées ci-dessous, et revenez pour une autre histoire. Parfois, les familles se brisent bruyamment. La nôtre a commencé à guérir en silence.